Merci à tous les deux de votre présence. Je pense que j'avais indiqué tout à l'heure que nous allions faire des constats objectifs, lucides, pour sortir des caricatures et montrer la réalité du paysage éducatif. Je pense qu'à la fois par le sondage, l'appréciation qu'en ont les Français qui ont été sondés par CSA et la discussion très, très riche qui vient d'intervenir, notamment sur la manière de décrire ces phénomènes de conséquences de l'égalitarisme, nous avons déjà détruit, ou en tout cas déconstruit, comme on dit aujourd'hui, quelques mythes. Alors, parmi ces idées générales dont on voudrait savoir si elles correspondent à la réalité ou pas, qui concernent cette fois-ci les écoles sous contrat, il y a la question du creuset. Est-ce que les écoles sous contrat sont un creuset d'inégalité? Est-ce que, de ce fait, il faudrait, au nom de l'égalité, limiter la liberté? C'est le cœur de notre débat aujourd'hui. Et l'idée un peu simple est souvent que si l'école privée disparaissait, une partie des problèmes de l'école publique se résoudrait, notamment qu'on résoudrait cette question des inégalités. Donc on va essayer d'y répondre avec vous deux, messieurs. Je commence par Daniel Hurstel. Donc vous êtes dans le civil, si j'ose dire, un grand avocat d'affaires, et vous êtes par ailleurs président de la Fondation Saint-Mathieu pour l'école catholique, et vous nous expliquerez le soutien qu'apporte la Fondation Saint-Mathieu à l'enseignement catholique et quelle est la vocation universaliste de l'enseignement catholique et comment est-ce que ça lui permet justement d'également lutter contre les injustices. David Ebidia, vous êtes, je crois, un ancien directeur d'établissement d'une école aux Aratora, et vous êtes aujourd'hui directeur des affaires scolaires du Fonds social juif unifié. Donc nous avons ici en quelque sorte des représentants ou des têtes de réseau de ces deux réseaux importants d'écoles sous contrat, qui sont d'une part l'enseignement catholique et d'autre part les écoles juives, qui sont toutes deux très anciennement enracinées dans notre paysage scolaire. Et donc je voudrais que vous puissiez nous expliquer votre appréciation de cette question de savoir si les écoles sous contrat sont un creuset d'inégalité, dans un contexte où il y a quand même deux éléments importants en ce moment. Le premier, c'est que vous êtes dans un cadre qui est de plus en plus contraint et contrôlé. Je pense qu'on va pouvoir en parler. Il y a un certain paradoxe à dire que, au nom d'essayer de préserver la diversité des élèves, d'éviter les ghettos de riches dont parlait Christophe Quérero, au nom de la préservation de la diversité, on essaye aujourd'hui d'uniformiser un peu l'éducation. Et puis le deuxième, c'est évidemment que le caractère payant et l'endiguement volontaire qui a été mis en place depuis 30 ans accepté dans ce qu'on appelle la loi des 20-80, qui n'est en fait inscrite dans aucune loi, qui est une sorte d'accord entre les réseaux d'écoles sous contrat et l'État, peut amener des effets pervers, on parlait des effets pervers tout à l'heure, en matière d'égalité d'accès à ces écoles. Peut-être je vais commencer par Daniel Hurstel, si vous le voulez bien. Comment est-ce que vous concevez aujourd'hui cette question de la vocation universaliste de l'enseignement, de la lutte contre les injustices, dans le cadre de l'enseignement catholique et du soutien qu'y apporte la Fondation Saint-Mathieu? Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord préciser que, effectivement, à la différence des intervenants précédents et de la plupart, certainement de vous et de la plupart d'entre vous, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'enseignement. Je ne suis pas le délégué général à l'enseignement catholique, je suis modestement le président de la Fondation Saint-Mathieu. Et donc, je peux vous parler de mon expérience et de ce que nous faisons et de la connaissance que nous avons des écoles catholiques, mais certainement pas, je le précise, de vous présenter une vue d'ensemble et synthétique de cette question. Je ne suis pas la bonne personne pour cela. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette question qui est très, enfin, peut-être un sentiment qui est très à la mode actuellement, cette question de la mixité, ou alors on appelle ça parfois la diversité. Clairement, elle est, par certains, utilisée pour essayer de limiter l'expansion, pour ne pas dire détruire ou aller à l'encontre de l'enseignement. Alors je dis à chaque fois l'enseignement catholique sous contrat parce que c'est celui que je connais. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui,
On voit le même type de comportement dans d'autres domaines. Une tentative, les abus, la question des abus et de la violence en est un autre moyen pour limiter, critiquer, endiguer, accroître le contrôle de l'enseignement sur l'enseignement catholique. C'est clair, il ne faut pas s'en cacher. Alors, il ne faut pas tomber. Pourquoi est-ce que je précise ça? Ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est pour ne pas tomber dans le piège qui est d'aller justifier l'enseignement catholique sous contrat par son action sur la question de la mixité. Vous voyez, sinon, et c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Si vous prenez la question du caractère propre, qui est vraiment une question intéressante, le caractère propre, je lisais ce matin dans La Croix un article sur cette question qui faisait un peu le point. Et certains, maintenant, disent, on va jusqu'à... Je crois que c'est vraiment en lien avec notre question, hein, je fais juste un détour, mais que le caractère propre ne doit s'appliquer qu'à des activités qui ne seraient pas financées par l'État. Alors, vous voyez, mais c'est pas un propos excessif, c'est un propos qui ressort de plus en plus, et même chez les chefs d'établissement, qui maintenant font des calculs, et loin de moi l'idée de les critiquer, mais qui font des calculs assez compliqués pour allouer des frais entre ce qui relèverait du caractère propre et ce qui ne relève pas du caractère propre pour justifier l'octroi de l'aide de l'État. Là, si on va dans ce sens-là, c'est la fin de l'école, en tout cas de l'école catholique, et je ne pense pas seulement, je me permets ce n'est pas pour restreindre mon propos, mais c'est pour parler de ceux que je connais. Voilà. On va vers la fin, parce qu'à ce moment-là, dans une école publique, vous pouvez très bien avoir l'enseignant qui, en utilisant ni son temps d'enseignement, ni les locaux de l'établissement, peut emmener ses élèves à une activité pastorale hors de l'école. Donc, il n'y a plus de différence. Donc c'est vraiment un danger. Je précise d'ailleurs, il y avait une thèse, alors je ne me souviens plus de l'auteur d'un ancien délégué à l'enseignement catholique, qui disait que dans l'esprit du général de Gaulle, le caractère propre n'était pas une concession faite à des établissements sous contrat, mais était la contrepartie du contrat. Autrement disant, je veux bien donner un contrat, mais à condition qu'il y ait un caractère propre. Et cette idée est intéressante. Elle est intéressante. Autrement dit, au lieu de justifier que non, le caractère propre, c'est dehors, ce n'est pas à la fondation, c'est dans le jardin, vous ne le financez pas. Au contraire, d'aller vers, oui, j'ai un caractère propre et qui va se traduire dans ma pédagogie, dans l'orientation de l'établissement, dans les choix, dans tous les choix de l'établissement, évidemment en veillant à la liberté de conscience. La question est évidente. Pas un caractère obligatoire, mais ce n'est pas une question de caractère obligatoire pour les élèves, c'est une question d'empreinte de mon projet éducatif dans tout ce que je vais faire dans l'établissement, projet qui est exposé à l'enseignant au départ à son arrivée, enfin au départ de son arrivée, au début de son arrivée, et qui est donc je précise, voilà, ça c'est vraiment le cadre dans lequel je pense qu'il est important de réfléchir. Alors la question de la mixité. Alors il y a, vous parliez, si vous avez bien entendu votre question, on pourrait l'aborder à l'entrée et à la sortie de l'établissement. Ce sont deux sujets différents. Je pense que le deuxième a été abordé d'une certaine façon tout à l'heure. Moi, je voudrais juste parler un peu à l'entrée. Alors, vous savez qu'il y a le fameux indice, l'IPS. Donc, l'IPS, qui est un calcul assez compliqué, et comme tout calcul, il est sujet à caution, mais il n'est pas inintéressant. Et on va comparer les IPS. Et alors, quand on les compare au niveau national, il est très en défaveur des établissements catholiques sous contrat. C'est certain. Aujourd'hui, il l'est, le point de départ. Parce que, si je parle de moyenne, il y a des raisons historiques à cela. Et d'une part, lorsqu'on parle des villes, enfin des centres urbains, historiquement, ces établissements-là sont au centre-ville. Avec la gentrification des centres-villes, il y a un effet direct sur la fréquentation de ces établissements.
S'il y avait plus d'établissements de ce type, pour ne pas me répéter à chaque fois, dans les cités, en banlieue, et il y en a peu, et c'est un problème, il y en a peu, eh bien, forcément que la moyenne de l'IPS changerait fortement. L'État peut les financer, doit et peut les financer. L'enseignement catholique ne peut pas. Donc, il ne peut pas. Il y a des exceptions et on y travaille. Et il faut y travailler. N'entendez pas mal mon propos, mais là, il y a une différence importante, historique, et qui ne va pas être comblée demain. Si ensuite, donc ça, ce sont pour les établissements de centre-ville, que ce soit à Paris, que ce soit à Nevers, que ce soit à Saint-Flour. Bon. Ensuite, il y a nos écoles en territoire rural, dans les milieux ruraux. Alors là, on est dans un environnement totalement différent et il y a généralement très peu de différence entre l'IPS de la petite école publique et de la petite école privée, la Saint-Joseph, là, qui est là. Et ça, nous, alors, à la Fondation Saint-Mathieu, en un mot, et vous m'arrêtez quand je suis trop long, parce qu'il ne faut pas hésiter, la Fondation Saint-Mathieu, elle finance, elle est reconnue dans les statuts de l'enseignement catholique, le délégué général de l'enseignement catholique est dans notre conseil d'administration, et nous finançons principalement les écoles en milieu rural, et maintenant en cité, et à la demande de certains grands établissements, mais ils ont moins besoin de nous également pour les grands. On sert de canal, mais quand même notre action, c'est dans les petites écoles et dans les écoles en banlieue. Donc, ces établissements-là, par exemple, je pense à Saint-Joseph de Belbigny, en étant dans le centre de la France, petite école, comme il en existe beaucoup, et qui sont, comme le disait un évêque récemment, le dernier témoin d'une présence chrétienne dans ces endroits-là. Il est absolument essentiel que ces écoles, qui sont, je veux dire, très souvent admirables par le dévouement des chefs d'établissement avec très peu de moyens et un certain nombre des bénévoles autour d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque effectivement, on note des IPS extrêmement faibles. On est souvent aux alentours de 60, 70. On considère qu'à partir de 80, généralement, on est dans un environnement très défavorisé et au-dessus de 120, très favorisé. Voilà. Et entre les deux, c'est bon. Et bon, voilà un établissement. Par exemple, ces établissements-là sont soumis à des sujets assez difficiles actuellement, notamment en matière de transition énergétique et autres. Bon, nous les aidons, nous distribuons à peu près 7 millions d'euros par an. Ce qui est intéressant, peut-être, parce qu'il n'y a pas que la diversité en fonction des revenus, il y a aussi la diversité religieuse. De plus en plus, les enfants de familles musulmanes recherchent ces écoles-là. Parce que, disent-ils, pas moi de parler à leur place, on y parle de Dieu. Alors, c'est assez intéressant de voir cette petite école. Je pense à celle-là. Elle doit avoir à peu près une dizaine d'enfants de familles musulmanes. Et elle est dans son identité, son caractère propre catholique est fort. Il y a des statues de Saint-Joseph, diverses statues dans les classes, et tout ça se fait bien. Dernier, je vais m'arrêter là. Des exemples d'écoles qu'on finance. À Trappes, on a 2 projets actuellement dans les Yvelines, à Trappes et à Saint-Maur. Dans les deux cas, Sainte-Marie déjà ça sonne joliment, Sainte-Marie de Trappes et Sainte-Marie de Saint-Maur. École à 75% musulmans. 75% de familles musulmanes. Là, ça pose vraiment des questions intéressantes et difficiles. Et les familles les plus fragiles sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les familles catholiques. Sont les plus fragiles dans cet environnement-là, à la fois en termes d'IPS, mais aussi à la fois en termes de structure familiale. Et on assiste, l'association, dans les deux auxquelles je pense, on parle d'écoles qui sont des écoles primaires entre 200 et 300 élèves. La PEA locale, enfin l'appel local est pas contrôlé, mais très majoritairement peuplé d'enfants de familles musulmanes et qui se débrouillent pour trouver des bourses pour permettre à ces familles catholiques de continuer. Vous voyez, il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes avec de vrais projets. Donc la mixité, oui, l'école catholique sous contrat est en retard.
Oui, elle fait des efforts importants pour accueillir tout le monde, parce qu'évidemment, on est dans le même, on est clairement dans le message évangélique, et le pape précédent et l'actuel nous le rappellent tous les jours. L'effort est important. Mais la chose changera quand on arrivera, et c'est pas quand on arrivera à trouver les financements pour être plus présent en cité. Ça, c'est le grand défi. Merci beaucoup. Si on peut essayer de retrouver le deuxième micro qui a dû se perdre quelque part, je serais partant. Je pense que ce que vous venez de dire montre bien que les attentes sont d'abord, merci beaucoup, sont d'abord scolaires, et que véritablement aujourd'hui il faut sortir des mythes en matière de ce niveau d'inégalité dans les écoles sous contrat. J'ajoute ce que vous disiez à l'instant sur les IPS. Il y a un article très drôle dans le Figaro ce matin sur les IPS, lisez-le, sur l'IPS, les écarts d'IPS. C'est que c'est souvent lié, comme le disait Arwen Lenoir tout à l'heure, à de la ségrégation géographique. Et par exemple, aujourd'hui, le lycée Janson de Sailly à Paris, il a le même IPS que les écoles privées qui sont autour. Donc ça n'est pas qu'une question de choix des parents et de nature des établissements, mais simplement parce que, j'allais dire, il a la même zone de chalandise des familles qui sont dans ce quartier, et on connaît la ségrégation géographique qui peut exister dans les agglomérations françaises. David Ebidia, est-ce qu'on peut vous demander d'abord peut-être de nous expliquer comment fonctionne, en tant que représentant du Fonds social juif unifié, comment fonctionne le réseau des écoles sous contrat juives en France, qui est, je crois, assez différent de l'organisation de l'enseignement catholique, et puis ensuite nous dire, vous, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette situation de l'égalité d'accès aux écoles juives en France? Bien, merci. Je profite aussi de cette introduction pour remercier Anne Coffinier de m'avoir convié. Je ne sais pas si on m'entend, ça va? Très bien, ça va. Alors oui, le réseau de l'enseignement juif a une structuration qui est un peu particulière. D'ailleurs, je ne représente et ne coordonne pas uniquement des établissements sous contrat, puisque une grande majorité d'ailleurs de nos établissements sont partiellement sous contrat. Il y a des établissements qui sont entièrement hors contrat par choix, et aujourd'hui, on estime très précisément que 26% des classes que nous avons dans notre réseau sont hors contrat de façon subie. Et donc elles aimeraient pouvoir s'associer à ce service public dans le cadre d'un contrat, mais les moyens manquent. Donc voilà, ce gap est très difficilement rattrapé chaque année, d'autant que vous connaissez tous, on va dire, le contexte dans lequel nous évoluons depuis quelques années, avec une poussée des effectifs liés à des sujets d'antisémitisme encore plus prononcés depuis le 7 octobre 2023. Et donc on voit aujourd'hui, chaque année, un certain nombre d'ouvertures, 36 à la rentrée scolaire 2024, et donc d'ouvertures de classes hors contrat qui ne seront, dans les années à venir, certainement pas rattrapées par la dotation qui nous est allouée chaque année. Donc c'est une structuration qui est assez atypique, avec une part lourde de hors contrat. Et donc effectivement, si on rapporte ça à la notion d'inégalité du service qu'on peut rendre dans notre réseau, ça a un impact financier très fort sur nos établissements. Il faut savoir que l'ensemble des établissements que nous coordonnons et représentons, qui font partie du réseau de l'enseignement juif, sont sur un modèle associatif. Seuls 3 sur 117 groupes scolaires, seuls 3 groupes scolaires sont aujourd'hui dans une situation proche de l'équilibre. Je dis bien proche de l'équilibre. Elles sont toutes déficitaires. Elles sont toutes dans une démarche humaniste, dans certains secteurs, je dirais de sauvetage des populations qui ont un ressenti dans l'école publique, ou une expérience dans l'école publique qui est parfois traumatisante. Et donc, elles choisissent ces structures-là, ces associations, ces familles qui sont à l'origine de ces ouvertures, s'engagent dans ce chantier de monter une école et de la faire vivre, en prenant beaucoup de risques, parfois financiers. Sur le sujet des IPS, vous en parliez très bien, on a aujourd'hui une volonté on va dire, d'analyser l'IPS
au niveau national. Et finalement, on ne le contextualise pas du tout, ni d'un point de vue géographique ou historique des établissements. Et c'est un sujet. Récemment encore, j'avais un espèce de blocage auprès du ministère au passage d'une classe sous contrat, sous prétexte qu'elle est située à Neuilly, et donc qu'elle aurait un IPS fort. Et finalement, en incitant les services à creuser davantage, effectivement, l'IPS de cet établissement est bien en dessous de l'ensemble des établissements privés environnants et du public. Donc, mais au préalable, cette enquête-là n'avait pas été forcément menée, et donc il y avait un avis défavorable à la mise sous contrat d'une classe, alors que nos établissements sont proactifs dans la mixité sociale et la mixité scolaire. Parallèlement à ça, notre tête de réseau, c'est-à-dire le Fonds social juif unifié, a un dispositif aujourd'hui qui est mené en partenariat avec la Fondation Gordin, qui est une fondation qui intervient dans le réseau juif sur l'immobilier scolaire, sur la rénovation, la mise aux normes, ou l'agrandissement parfois des locaux compte tenu de l'évolution de nos effectifs. Et nous avons un dispositif qui s'appelle le dispositif Latalmid, qui en fait donne des bourses aux établissements qui choisissent d'octroyer aux familles une réduction des frais de scolarité à hauteur de 60%. Et donc ces bourses interviennent sur la partie cantine. Dès lors que l'élève a vu ses frais de scolarité réduits d'au moins 60%, alors notre bourse plafonnée à 500, 600 euros en fonction des niveaux vient compléter la réduction qui aura été octroyée sur les frais de cantine. Donc mais cette bourse-là si vous voulez, amortit le choc, mais il y a une part qui est assumée par l'établissement et une part conséquente. On sait qu'aujourd'hui, 70% de nos effectifs obtiennent une réduction des frais de scolarité. Près de 3% de nos effectifs ont une gratuité totale dans le réseau. C'est peu. On espère faire mieux, on aimerait faire beaucoup mieux. Mais ce n'est pas inexistant, comme on pourrait le penser. Donc le privé n'est pas forcément dans ce qu'on veut lui faire porter, une école d'élite financière ou d'élite scolaire. Voilà, je ne sais pas si... Je trouve que c'est très illustratif de ce que nous avons dit toute la matinée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de volonté de constitution, bien sûr, de ghetto de riches, bien au contraire. Et je disais au début que la majorité des subventions que verse la Fondation Kéros à des écoles hors contrat, qu'elles soient d'ailleurs de création récente ou un peu plus ancienne, c'est pour justement faciliter la démocratisation, c'est-à-dire en fait pour compenser le manque à gagner que représente pour ces établissements qui, comme vous le dites, sont tous à peu près déficitaires ou en tout cas très fragiles et qui tous pratiquent pour un tarif social. Il y a un moment où pour elles, ça constitue un vrai risque financier. Donc il faut venir les aider, il faut payer, entre guillemets, à la place de ces familles qui n'en ont pas les moyens, mais pour autant pour que l'argent ne soit pas un obstacle à l'accès à ces écoles. Et je trouve très significatif ce que vous avez dit, et c'est un peu une découverte pour nous, sur le hors-contrat subi. C'est-à-dire, quand on disait tout à l'heure qu'il y a une cartélisation de l'offre scolaire, le 80-20, c'est ça. C'est je fige les entre guillemets parts de marché. On va encore me dire que je fais de l'économie, mais et puis ensuite, si la demande n'est pas là, eh bien, on en arrive à cette situation un peu ubuesque où même si les familles n'ont pas le choix pour les raisons terribles que vous avez indiquées tout à l'heure, de menaces que ça peut représenter pour les enfants, finalement, vous êtes amené à devoir forcément pratiquer des frais de scolarité plus élevés pour des familles qui ne l'ont pas demandé. Et c'est là vraiment où on montre, quand je disais que le statu quo a ses limites et que le système va craquer. Voilà, c'en est l'illustration absolument parfaite. Question. Moi, j'en ai une première. Je vais me faire l'avocat du diable, puisqu'a priori, tous les deux, comme moi, vous croyez au diable. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que, compte tenu de cette cartélisation, finalement, vous avez une forme de confort dans le choix de vos élèves? Comme Christophe Carrero disait, faire une bonne école avec que des bons élèves, c'est facile. Bon. Mais enfin, c'est un peu ça. Il y a une gestion de la file d'attente qui est une forme de confort. Et est-ce que finalement, les résultats supérieurs et la meilleure éducation n'est pas lié au fait que comme vous n'avez pas beaucoup de place et que vous avez beaucoup de demandes, vous pouvez pratiquer une sélection qui fait que naturellement, vous avez de bons élèves? Non,
Alors, si vous me permettez, non, c'est juste parce que je trouve que c'est bien d'alterner, donc c'est parfait. Non, je ne crois pas qu'il faille croire au diable. C'est ce que dit. Non, il ne faut pas croire au diable. Le diable, est-ce que le diable existe? Oui, mais il ne faut pas y croire. C'est ce qu'un père jésuite dans une paroisse de Vienne expliquait. Il disait, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu qu'il existe, lisez Le Maître et Marguerite. Vous serez convaincu qu'il existe, mais il ne faut pas y croire, il faut croire qu'en Dieu. Je me permets, voilà, comme ça m'avait frappé, je me permets de le... Bon, c'était pas tout à fait la seule raison pour laquelle je vais quand même répondre à votre question. Oui, écoutez, je crois qu'il est vraiment là, dans la réponse à cette question, distinguer l'établissement de centre-ville et la petite école. La petite école, non, il n'y a pas de file d'attente. Et en plus, avec la baisse de la démographie, il y en aura de moins en moins. C'est que chaque année, l'enseignement perd, je ne sais pas quels sont les pourcentages, comme je vous l'indiquais pour les raisons que je vous indiquais en introduction tout à l'heure, mais nous décroissons, on va dire, appeler ça le privé, décroît moins vite que le public. Mais donc, il n'y a pas là de file d'attente et on accueille tous ceux qui veulent bien nous rejoindre. Ça, c'est vraiment important de le préciser. Après, on pourrait, mais c'est peut-être un autre débat, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, mixité au départ, réservé à certains à l'entrée, mais quid de la sortie? Est-ce qu'un pays a besoin, et ça a été mentionné brièvement dans la table ronde précédente, est-ce qu'un pays a besoin, est-ce que nous avons besoin de la formation d'une élite? Moi, je dirais oui, bien sûr. Et si en plus elle peut être, dans mon cas, si cette élite, après c'est une question de définition, mais peut s'appuyer sur ce qui, à mon sens, fait la caractéristique ou le caractère propre de l'école catholique, l'attention aux plus faibles, la promotion de l'équité, le dépassement de soi, la mise en valeur d'un engagement désintéressé, l'importance des relations sociales, la fraternité, l'espérance dans la conversion. Si c'est ça la définition de l'élite, je suis très preneur. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Alors, nous, dans notre réseau, il y a des files d'attente. On a vu les effectifs augmenter de près de 15,5% ces 10 dernières années. Et on sait qu'il y a des files d'attente à l'entrée de nos établissements. C'est ce qui pousse nos établissements, je le disais tout à l'heure, 32 ouvertures en 2024. C'est une augmentation de l'augmentation à laquelle nous étions habitués les années précédentes, puisqu'on est sur plus 1,8% d'ouverture cette année, là où on était habituellement aux alentours d'1%. Mais donc, pour autant, il n'y a pas ce tri à l'entrée. Une des valeurs qui nous est chère dans le réseau, je me permettrai moi aussi de citer le Maharal de Prague, qui est un penseur juif fin 16e, début 17e, expliquait que, en réalité, pour vivre en société, il faut être capable d'être uni. Et être uni, c'est pas être tous semblables. C'est qu'on puisse justement être unifiés dans notre unicité. Et c'est exactement ce qu'on met en œuvre dans notre réseau. On a des établissements tout à fait différents les uns des autres et qui ont des caractères propres différents les uns des autres. Pour revenir d'ailleurs sur ce sujet du caractère propre, à la période, au début des premières évaluations des établissements privés sous contrat, il a fallu expliquer, on va dire, former les évaluateurs et les inspecteurs à la notion du caractère propre. Et puisqu'ils devaient être appréhendés lors de visites dans un établissement en vue de la réécriture d'un projet d'établissement. Nous avons dû presque inventer un concept qui finalement n'en était pas un, enfin, n'aurait pas dû être inventé, celui du projet éducatif. Le projet éducatif qui, lui, englobe l'ensemble du projet pédagogique, du projet d'établissement et du caractère propre. Parfois imprégné d'un caractère propre religieux, mais parfois pas. Le considérer, lui donner du sens, lui permettre de s'exprimer, bien sûr dans le respect de la laïcité, dans le respect du code et de tout ce que ça implique, mais il faut qu'il puisse s'exprimer et être différent d'une structure à l'autre pour justement qu'on puisse être unis dans notre unicité.
Et c'est pour ça que nous défendons aujourd'hui cette diversité et qu'il faut faire attention à cette tentation de l'uniformisation. Et on l'entend bien dans vos voix qui finalement sont différentes mais très œcuméniques, j'oserais dire, ils avaient probablement un projet éducatif sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Et ce projet éducatif, il était nourri par l'histoire de ces établissements et par cette volonté d'ouverture que vous avez tous les deux, je trouve, exprimée et montre bien que ce n'est pas un creuset des inégalités. Est-ce que je peux rajouter peut-être sur ce caractère propre, enfin, vous êtes tous bien plus que moi des spécialistes de l'enseignement, mais je le rappelle quand même, le caractère propre, c'est par établissement. Et maintenant, on commence à parler du caractère propre de l'enseignement catholique, ça n'a aucun sens. C'est le caractère propre, enfin, ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire. Peut-être sur ce caractère propre, je voudrais faire une remarque parce qui m'a frappé il y a quelque temps et qui peut être utile. Je voyais le responsable de l'enseignement catholique en Jordanie, Chypre, Israël, Palestine, et qui me disait que dans ces établissements-là, plus que chez nous, là je parle à nouveau des établissements catholiques, il y a encore une présence religieuse de congrégation. Les écoles sont encore une école, enfin la congrégation y est très présente, ce qui chez nous maintenant est évidemment très rare. Et il me disait quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que le défi auquel ils font face, c'est qu'en recrutant à présent des enseignants séparément les uns des autres, qui ne vivent pas en communauté par définition, que cette notion de caractère propre, ce n'est pas leur terme, était beaucoup plus difficile à recréer dans un établissement. C'est assez intéressant. Autrement dit, il faudrait, dans les établissements dont nous parlons, je crois que ça s'applique, réfléchir à comment permettre à un groupe d'enseignants de porter ce projet éducatif de l'établissement. Et oui, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, la question de hors contrat, sous contrat, on a exactement la même question. Il y a des établissements, nous finançons, et avec l'accord de l'évêque, des établissements hors contrat qui, pour des raisons que vous avez indiquées, ne sont pas sous contrat. D'autres questions aussi œcuméniques? Non, alors nous allons terminer en vous remerciant d'être venus tous les deux, en votre nom et au nom de vos institutions, marquer cette communauté d'esprit et peut-être demain de combat. Merci.